Il est 19 heures, je vous propose d'ouvrir cette nouvelle séance du conseil municipal. Bienvenue à l'ensemble des conseillers qui sont tous présents ce soir, excepté Madame Sylvie Péducas qui donne procuration à Madame Delphine Grelier-L'Église et Madame Annette Dimbassa-Hucker qui donne procuration à Madame Christine Beiris. Le quorum étant atteint, la séance peut légalement se tenir. Tout d'abord, il nous faut procéder à la désignation d'un secrétaire de séance. Qui sera ce soir Monsieur Thierry Lheureux, merci. Juste avant de dérouler l'ordre du jour, une information qui concerne la Covid-19 et plus précisément l'installation d'un nouveau centre de vaccination. Puisqu'il a été décidé d'installer ici sur le Grand Dax un grand centre de vaccination en coopération avec l'hôpital de Dax. Initialement, il devait être installé au gymnase de Toumalin, mais en raison des températures fortes attendues notamment cet été, l'ARS a souhaité que l'on puisse déplacer ce grand centre de vaccination et donc il devrait être installé ici à partir du 5 juillet dans la salle Félix Arnaudin. Il y a 3 conséquences à ça. La première, pour tous les gens pour qui le rappel était prévu au gymnase de Toumalin, ils devront se rendre ici à la salle Félix Arnaudin. De même pour les associations et les clubs qui avaient prévu des événements ici dans cette salle. Le service vie associative et politique sportive se tient à votre disposition pour pouvoir organiser les déplacements de ces événements. Et puis enfin, la prochaine séance du conseil municipal ne se tiendra pas dans cette salle et nous devrions faire notre retour dans la salle traditionnelle du conseil municipal à la mairie, bien évidemment, si les conditions sanitaires le permettent. Voilà pour ces quelques précisions en début de séance. Tout d'abord, je vous propose l'approbation du procès-verbal de la séance du 27 mai 2021. Est-ce qu'il y a des observations? Oui, Nathalie Urchetti. Il doit y avoir un voyant lumineux vert. Bonsoir tout le monde. Juste une petite... Depuis mars dernier, les comptes rendus des conseils municipaux ne sont plus complétés des interventions des groupes d'opposition. Pendant des années, Monsieur le maire, alors dans l'opposition, n'avait cessé de critiquer la rédaction des comptes rendus mis en ligne sur le site internet de la mairie sous prétexte que ceux-ci ne reprenaient pas l'intégralité des propos, alors que ceux-ci n'altéraient en rien leur sens. Voilà que Monsieur le maire vient de faire voter lors du conseil municipal de mars dernier une modification de l'article 31 du règlement intérieur. Cette modification précise que les séances publiques du conseil municipal donnent dorénavant lieu à l'établissement d'un procès-verbal sous forme synthétique. Ce procès-verbal peut être complété à la demande des enregistrements audio et vidéo. Le recours à la vidéo pour consulter l'intégralité des échanges tenus ne peut justifier une telle initiative que nous jugeons antidémocratique. Cette retranscription synthétique des débats municipaux est justifiée par Monsieur le maire par une tâche fastidieuse de l'agent rédacteur qui passerait trop de temps à sa rédaction. En fait, l'essentiel des déclarations de l'opposition était transmis en traitement de texte pour reprise par un copier-coller. La problématique du temps passé pour la rédaction par un agent est un faux prétexte, d'autant que les nombreuses récentes embauches viennent infirmer ce constat. En fait, la rédaction d'un procès-verbal synthétique est un nouvel outil pour museler la diffusion de la parole de l'opposition, censurer nos interventions, nos objections, nos contradictions. La parole de Monsieur le maire ne peut être divine. Monsieur le maire, vous qui prônez par une communication intensive sur les réseaux sociaux la démocratie participative, nous vous demandons d'être en phase avec votre idéologie. Nous vous demandons publiquement de revenir sur cette modification du règlement intérieur afin que chaque Saint-Paulois puisse simplement et facilement s'informer de l'ensemble des débats des conseils municipaux par une lecture directe des comptes rendus mis en ligne. Je vous remercie. Merci pour votre intervention qui appelle plusieurs points. Tout d'abord, le premier. Je rappelle que c'est votre équipe municipale qui a supprimé les comptes rendus des séances du conseil municipal du magazine municipal, qui était adressé à l'ensemble des Saint-Paulois. Donc je suis relativement surpris. Vous savez, les fameuses pages vertes légères qu'il y avait à l'intérieur du magazine municipal. Donc je suis relativement surpris des arguments que vous développez ce soir à ce sujet. Le deuxième point, nous avons quand même des avancées technologiques. Et dans le cadre de la mairie numérique que nous souhaitons développer au service de nos concitoyens, nous nous appuyons sur les nouvelles technologies.
il ne vous a pas échappé que pour l'éclairage, nous sommes passés de la chandelle à l'électricité. Eh bien, nous essayons de faire la même chose dans le cadre de nos processus à la mairie. Et je suis d'autant plus surpris puisque ces nouvelles modalités apportent davantage de transparence. Vous le soulignez il y a un instant. Effectivement, par le passé, nous nous sommes abstenus ou votés contre à plusieurs reprises car il y avait des PV du conseil municipal qui étaient tronqués, voire dont les propos étaient déformés. Aujourd'hui, nous avons quoi ? Nous avons des séances qui sont entièrement filmées. Cela faisait 7 ans que nous le demandions. 7 ans. Vous ne l'avez jamais mis en place, vous l'avez toujours refusé. Aujourd'hui, nos concitoyens peuvent suivre les échanges, ils peuvent les voir, les revoir à leur guise sur les médias web en fait, de la ville. Le deuxième point, c'est que nous conservons l'intégralité audio des échanges dans les archives. Troisième point, nous proposons pour ceux qui le souhaitent la retranscription de ces éléments audio si nécessaire, notamment pour les personnes les plus déficientes, et leur mettre à disposition. Je vais vous le dire, il n'y a jamais eu autant de transparence dans le fonctionnement du conseil municipal. Nous avons donné accès à tous les conseillers, à tous les ordres du jour et à tous les comptes rendus de toutes les commissions de la municipalité. C'est une première. Vous parlez de la démocratie participative. Effectivement, en un an, nous avons abattu énormément de travail malgré les contraintes sanitaires. Nous avons créé des groupes de travail qui impliquent à la fois les élus et les citoyens sur différents domaines qui touchent en plus au quotidien les familles saint-pauloises. Nous avons créé le conseil local de la vie associative dans lequel sont représentées toutes les associations qui souhaitaient y participer, qui a été adopté à l'unanimité de ces associations, lancé au Forum des Assos l'an dernier. Nous avons créé l'Office municipal des sports, là aussi adopté à l'unanimité des membres présents. Nous avons également instauré l'intervention citoyenne à la fin des séances du conseil municipal. D'ailleurs, nous en avons une ce soir. Vous voyez que la démocratie participative est en route. Alors, je sais qu'effectivement, nous avons instauré les conseils de quartier. Voilà un serpent de mer, ça fait 20 ans que j'en entends parler, 20 ans. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas été mis en place auparavant ? C'est moi qui vous pose la question. Désormais, ils ont été votés, ils vont être mis en œuvre dès la rentrée prochaine, certainement dès le mois de septembre, et nous avons déjà une liste de sujets pour lesquels ils seront saisis. Alors je sais, vous avez écrit dans le magazine municipal, vous avez qualifié la participation citoyenne de foutaise. Je vous cite. Bien pour nous, ce n'est pas de la foutaise, c'est juste l'essence même de la démocratie. Donc non, nous ne ferons pas marche arrière par rapport à la transparence politique et la participation citoyenne. Bonsoir à tous. Un simple petit mot, monsieur le maire, je ne vais pas reprendre toute votre argumentation. Je laisse les Saint-Paulois, seul juge. Simplement, vous faisiez état de la suppression qu'il y avait eu sur l'ancienne mandature des PV des conseils municipaux sur magazine. C'est bien l'occasion donc maintenant que vous allez, si je comprends bien, réintégrer la totalité des débats des conseils municipaux au travers du support du magazine. Vous venez de le dire visiblement. Ensuite, en ce qui concerne la technologie, oui, il faut utiliser les moyens modernes. On en est tout à fait conscient et pour, bien entendu. Maintenant, il y a des gens, notamment d'une population d'un certain âge, qui préfèrent avoir un rapport papier plutôt que aller sur Internet et regarder une visio et un audio pour des conseils municipaux qui peuvent durer 2 heures, voire 3 heures. C'est un peu lassant. Enfin, vous parliez que c'est vous qui avez instauré la visioconférence. Je vous rappelle simplement que la première visioconférence de conseil municipal sur Saint-Paul-et-Dax a été faite à l'initiative de Madame Catherine Delmont à l'occasion, et je le regrette bien entendu, du premier confinement. Ensuite, tout le monde, c'est le confinement qui a accéléré, bien entendu, les visioconférences. Voilà. Ensuite, à la fin de vos propos, vous avez fait un bilan, vous avez fait, semble-t-il, un premier bilan par rapport à la participation citoyenne. Enfin, c'était un propos qui était quelque peu hors sujet. Par rapport à la délibération qui a été faite, bien entendu,
nous continuerons à voter contre cette initiative de suppression des débats lors des conseils municipaux sur les PV. Voilà. Très bien. Une fois encore, je ne peux pas vous laisser dire des informations erronées. Je n'ai absolument pas dit que nous allions réintégrer les feuillets papier dans le municipal concernant les comptes rendus. Ou alors vous m'avez mal écouté. Et une fois encore, je suis très surpris parce que, enfin bon, effectivement, après ça peut dépendre des personnes, mais regardez quand même une séance en vidéo, c'est quand même plus agréable que d'aller lire des liasses de papier qui comprennent en plus ces différents éléments administratifs. Bon, c'est un point d'étonnement. Et puis autre chose encore, vous me parlez de la première séance en vidéo, mais parce que c'était une obligation légale. Et je vous rappelle que cela fait 7 ans exactement que nous demandions la diffusion, vous avez systématiquement refusé. On a eu une imposition légale qui venait à quel moment? Après 6 mois d'absence de réunion du conseil municipal. Voilà la démocratie selon vous. Vous voyez bien que nous n'avons absolument pas la même approche. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Non, je mets donc le compte-rendu aux voix, qui a fait beaucoup discuter. Et j'en profite pour vous dire, c'est vous qui m'avez interpellé sur le côté participation et transparence. Je ne fais que répondre à votre interpellation. Qui est pour? Qui est contre? 5 contre, des abstentions. Non, il est adopté. Le premier point à l'ordre du jour, qui appelle le remplacement d'élus dans des commissions municipales suite à la démission de Jean Pétraud. Donc vous le savez, M. Jean Pétraud siégeait dans différentes commissions et il convient de le remplacer aujourd'hui dans la commission finances et politique sportive. Il est proposé que M. Jean-Claude Blanes, qui nous en a formulé la demande, se porte candidat pour siéger dans ces 2 commissions. Et puis également l'arrivée de Francette Cando. Donc Madame Christine Giraudet souhaite lui laisser sa place dans la commission travaux, urbanisme, eau et énergie, c'est bien ça? Et puis il en va de même pour Julie Jed, qui souhaite laisser sa place à Francette Cando dans la commission politique sportive. C'est exact? Très bien. Je vous propose de procéder aux opérations de vote à main levée. Est-ce qu'il y a une objection par rapport à ça? Non, je vous remercie. Et donc je vous propose que M. Jean-Claude Blanes siège au sein des commissions finances et politique sportive et que Mme Francette Cando siège dans les commissions politique sportive et travaux, urbanisme, eau et énergie. Est-ce qu'il y a des interventions? Non, je mets donc la délibération aux voix. Qui est pour? Qui est contre? Des abstentions? Vous avez levé la main, Jean-Claude? Ah d'accord, pardon. Donc elle est adoptée à l'unanimité, je vous remercie. Le point 2, qui est relativement administratif, appelle le bilan des travaux réalisés par la Commission consultative des services publics locaux en 2020. Alors, le Code général des collectivités territoriales précise que le président de la Commission consultative des services publics locaux présente à son assemblée délibérante ou à son organe délibérant, avant le 1er juillet de chaque année, un état des travaux réalisés par cette commission au cours de l'année précédente. Alors en 2020, la commission s'est réunie le lundi 11 septembre 2020 sur l'ordre du jour qui est le suivant. Le règlement intérieur de la commission en soi, le rapport 2019 du délégataire du service public du casino, le rapport 2019 sur le prix et la qualité du service public d'eau potable, le rapport 2019 sur le prix et la qualité du service public d'assainissement collectif, et enfin, le rapport 2019 sur le prix de la qualité du service public d'assainissement non collectif, le SPANC. C'était avant que nous transférions ces éléments-là au SIDEC. La commission a émis un avis favorable sur chacun des rapports qui ont été présentés et donc notre conseil municipal est invité à prendre acte du bilan des travaux réalisés par la commission consultative des services publics locaux en 2020. Est-ce qu'il y a des remarques ou des interventions par rapport à cet élément très administratif? Non. Je vous propose donc de prendre acte de cette information. Le point numéro 3 appelle une convention avec Enerland et c'est M. Jacques Maillefer qui nous la présente. Bonsoir. Dans le cadre de cette convention,
Et dans le cadre de son ambition d'autosuffisance énergétique en 2030, la commune de Saint-Paul-des-Dax, par l'intermédiaire du groupe de travail énergie partagée, souhaite sensibiliser les citoyens à la production d'énergie renouvelable, en particulier l'énergie photovoltaïque. Enerland, société d'économie mixte locale, a pour vocation d'appuyer le développement des énergies renouvelables dans le département des Landes et dans ce cadre a construit et exploite des installations photovoltaïques sur le territoire de la commune de Saint-Paul-des-Dax. À ce titre, Enerland est propriétaire des données de production de ces installations. Enerland peut avoir accès à ces données à distance via un site internet mis à disposition par Enedis. En particulier, Enerland exploite des panneaux sur les toits de la salle Félix Arnaudin et sur les toits des collèges Jean Moulin et Daniel Mitterrand. L'enjeu de la Convention est de permettre à la commune de Saint-Paul-des-Dax d'avoir accès et d'utiliser ces données à des fins pédagogiques auprès des personnes envers lesquelles la commune organisera ses actions de sensibilisation. En particulier, il est prévu par le groupe de travail énergie partagée de présenter à l'entrée de la salle Félix Arnaudin des courbes de production d'énergie électrique liées avec l'ensoleillement afin de montrer l'utilité de la production des panneaux photovoltaïques en lien avec la consommation de la salle, par exemple. De plus, des actions seront proposées aux principaux des collèges afin de sensibiliser les élèves à la production d'énergie renouvelable, en particulier celle qui est faite dans leur établissement. Ces actions seront engagées dès la mise à disposition, idéalement dès l'automne de cette année. Il est proposé au conseil municipal de conclure une convention de données et de se permettre il y a un problème de tablette. Il est proposé, oui, donc au conseil municipal de conclure une convention d'utilisation des données de production photovoltaïque avec Enerland et d'autoriser Monsieur le maire à signer le dit document. Merci. Est-ce qu'il y a des interventions? Monsieur Laurent Lafourcade. Vous m'entendez? Oui, bonsoir, bonsoir à tous, bonsoir Monsieur le maire. Écoutez, nous sommes satisfaits que les installations de production photovoltaïque déjà présentes sur notre commune lors de votre prise de fonction puissent servir non seulement à une autonomie énergétique, mais aussi à des fins pédagogiques pour nos concitoyens. Cependant, lors de votre campagne, la proposition numéro 1 sur la transition écologique était d'atteindre 50% d'autonomie énergétique sur le territoire en 2026. Nous avons donc quelques questions à vous poser. Pouvez-vous nous indiquer la puissance énergétique qui devra être installée pour couvrir les 50% d'autonomie énergétique? Deuxièmement, pouvez-vous nous indiquer quels sont les projets que vous allez mettre en place durant votre mandature? Troisième point, pouvez-vous nous indiquer les puissances énergétiques de chacun de ces projets? De plus, nous savons aussi que cet objectif de 50% d'autonomie passe par des économies de consommation. Donc, pouvez-vous nous indiquer, nous donner un objectif chiffré de ces économies ainsi que les postes de consommation visés? D'avance, merci pour vos réponses. Merci pour votre question, puisque vous le savez, effectivement, le sujet de la transition écologique est un axe fort de ce programme. Vous me posez un problème de conscience, parce que si je développe, Monsieur Romain, on va dire que je fais encore le bilan d'une année passée. Bon, alors je vais essayer de faire synthétique, puisqu'en plus, cela fera l'objet du municipal, le focus du municipal qui sera distribué la semaine prochaine dans les différents foyers saint-paulois. Concernant la puissance exacte, je ne vais pas vous la donner parce que je vais me tromper au chiffre près. En revanche, aujourd'hui, la production d'énergie propre représente 2,7% en fait de notre consommation actuelle, électricité et gaz. Si vous voulez le chiffre précis, je peux demander à mon collaborateur qui me l'apporte d'ici quelques secondes, mais ce sera dans le municipal en fait la semaine prochaine. Donc voilà, on parle de mémoire 2,7% en fait de production d'énergie propre. Donc vous voyez que la marge est énorme pour atteindre l'ambition de ville à énergie positive. Je rappelle que nous avons voté cette ambition lors de la délibération du 24 septembre dernier, qui acte cette idée d'orienter notre ville vers une ville à énergie positive en 2030, dont 50% en 2026. Pour y parvenir, il y a deux leviers d'action.
Le premier, réduire notre consommation. Nous avons d'ores et déjà engagé des éléments de diagnostic et nous lançons une consultation avec nos concitoyens cet été jusqu'en fin d'année. Merci. Jusqu'en fin d'année, pour qu'on puisse identifier en fait quelles sont les passoires thermiques dans la ville. Nous souhaitons commencer avec les bâtiments qui datent des années avant 70, avant 1975, et nous allons le faire en coopération avec le Grand Axe et avec Solia. Donc nous allons déployer ces actions-là suite au diagnostic pour réduire la consommation d'énergie, tout comme nous travaillons à différentes pistes au niveau des bâtiments communaux. D'autre part, nous allons produire de l'énergie propre. Deux éléments majeurs engagés après un an de travaux. Un, la géothermie, puisque nous avons fait le choix de rénover le forage géothermique. C'est environ 400 000 € qui sont mis sur la table. Nous sommes en train de consulter donc, les spécialistes déjà du point de vue technique. Je ne vais pas rentrer dans le détail entre les tubes, les pentes, etc. Et puis tous les mécanismes de subvention auxquels on aurait droit dans le cadre de ce forage géothermique. Et en plus, définir un nouveau réseau de distribution autour de ce forage du lac de Christus. Ce deuxième axe fort qui a été creusé en un an, notamment par le groupe de travail énergie partagée, dont je salue l'action, le coprésident est Jacques Maillefer et qui vous a présenté cette intervention-là. Nous sommes sur la création d'un champ photovoltaïque sur le site de Candat, à savoir la reconversion de l'ancien bourrier de Hermes, pardon de l'appeler comme ceci, mais ça parlera davantage aux familles saint-pauloises. Donc nous devrons récupérer le site en février prochain. Le sitcom doit refaire une mise à niveau de ceci. Nous avons lancé des diagnostics environnementaux qui sont relativement positifs et nous sommes très optimistes quant à l'installation en fait, de ce champ photovoltaïque sur ce site-là, qui devrait produire entre 1000, enfin l'équivalent de la consommation de 1000 et 1500 foyers saint-paulois hors chauffage. Voilà pour les premiers grands axes qui sont creusés et qui sont vraiment affinés pour se mettre en route de cet objectif de ville à énergie positive. Je vais peut-être en rester là, puisque ce sont les seuls vraiment très concrets. Aujourd'hui, vous souhaitiez avoir la consommation totale aujourd'hui de la ville. Donc si nous prenons les bâtiments publics plus les bâtiments privés, c'est 139 074 mégawatts. Donc vous voyez, c'est relativement précis. C'est pour ça que je ne souhaitais pas m'engager à la volée. Sur le chiffre, vous le retrouverez donc dans le municipal, qui sera dans toutes les boîtes aux lettres dès la semaine prochaine. Et je lance cet appel aux Saint-Paulois pour qu'ils fassent recenser leur maison s'il s'agit de passoires thermiques. Nous allons également utiliser des panneaux solaires sur de futurs bâtiments. Je pense notamment au projet de Toumalin, qui est un projet majeur de la mandature. Nous souhaitons équiper le gymnase de Toumalin, soit en géothermie, soit en photovoltaïque, pour alimenter d'autres bâtiments autour. Nous regardons également pour avoir un diagnostic des toits communaux, là de même pour pouvoir les équiper en panneaux solaires. Nous souhaitons travailler également au niveau du PLUI. Nous avons déjà abordé le sujet avec les services de l'AGLO pour qu'à partir d'une certaine superficie de toit, nous pensons notamment à la construction de grands ensembles immobiliers, ce soit désormais une obligation que d'avoir une contribution de production d'énergie propre. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Certains grands bâtiments, je crois que c'est au-delà de 2000 m² de toiture, mais j'ai un doute sur le chiffre, c'est une obligation de le faire. Pour d'autres ensembles plus petits, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Nous souhaitons également développer la géothermie, comme c'est le cas avec le lycée Haroun Tazieff aujourd'hui, où vous voyez, ils ont fait un puits de forage géothermique, pareil, pour avoir tout le lycée en autonomie énergétique. C'est l'objectif recherché. Bon voilà, je vais peut-être m'arrêter là, parce que sinon je vais être trop dans le détail des différentes actions, en espérant avoir répondu à votre question. Est-ce qu'il y a d'autres interventions concernant Enerland? Non, je mets donc la délibération aux voix. Qui est pour? Qui est contre? Pas d'abstention. Adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Alors, nous allons attaquer le chapitre des affaires financières. Ce soir, 5 points à l'ordre du jour. Et nous commençons avec une décision modificative du budget ville. C'est M. Jean Lavienne qui vous la présente. Bonsoir à tous. Justement, nous aurons l'occasion de parler un tout petit peu du site de Candat à cette occasion. Alors, il s'agit des LIM numéro 4, examen et vote d'une décision modificative numéro 2 2021 du budget ville. Alors, il s'agit donc en fonctionnement, le démarrage de l'exécution budgétaire 2021 et l'état d'avancement de certains dossiers nécessitent des ajustements. Alors, plus particulièrement, justement, en fonctionnement, pour le projet de photovoltaïque du site de Candat. Après avoir sollicité l'ADEME, vous savez tous ce que c'est l'ADEME, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie,
nous serions susceptibles d'obtenir une aide pour la réalisation d'une étude de pré-faisabilité. Il est donc nécessaire d'inscrire les crédits relatifs à cette étude au poste études et recherche. D'où, si vous regardez le tableau qui est joint dans les pages suivantes, vous voyez que dans le chapitre 011, 617 études de recherche, vous voyez apparaître un montant majoré 5 880 €. Par ailleurs, après avoir interrogé les services de la direction départementale des finances publiques, les crédits initialement ouverts en section de fonctionnement pour la réalisation du nouveau site Internet, celui de la médiathèque et la charte graphique associée, peuvent relever de la section d'investissement et à ce titre bénéficier du FCTVA. Aussi sont-ils retirés du compte 6228 et inscrits en section d'investissement au programme 151. Ça aussi, vous pouvez le lire sur les tableaux qui vous sont joints. Enfin, le casino bénéficie, au titre des travaux d'amélioration réalisés en 2020, d'un dégrèvement sur les sommes qui lui sont versées. Ça, c'est quelque chose qui est à peu près réalisé tous les ans, chaque fois qu'il y a des travaux dans le casino pour améliorer les bâtiments, pour améliorer l'intérieur. Ils sont donc autorisés à bénéficier de ce dégrèvement. Le solde des dépenses de fonctionnement supplémentaire est équilibré par une partie de l'aide versée par le FIPHFP, c'est le Fonds pour l'insertion des handicapés dans la fonction publique. C'est pour le recrutement d'un apprenti en situation de handicap qui est aujourd'hui au service des espaces verts. Ensuite, ce qu'il faut remarquer, c'est plutôt les modifications les plus importantes parce qu'elles concernent la section d'investissement. Pour mémoire, souvenez-vous, au budget primitif, la section d'investissement avait été votée en suréquilibre à hauteur de un peu plus d'1 800 000 €. Ce qui nous permet de proposer en décision modificative des dépenses d'investissement supérieures aux recettes. Alors, il y a de l'abondement de l'opération 151 acquisition de logiciels dissociés pour la réalisation de la nouvelle charte graphique et du nouveau site Internet, mais également équipement informatique dans le cadre de la réorganisation des services municipaux. Il y a un abondement du programme relatif au schéma directeur de la géothermie, on vient d'en parler. Les premières études ont fait ressortir la nécessité d'abonder le montant des travaux à réaliser, et la réalisation se précisant, les crédits d'études peuvent être désormais basculés au compte 223. Donc c'est un abondement pour sécuriser ce projet, du moins les études. Ensuite, il y a un abondement des crédits pour l'étude de prospective urbaine. Vous savez que cette étude de prospective urbaine s'est faite en plusieurs étapes. Et là, nous verrons apparaître la dernière étape. Ensuite, il y a un abondement des crédits relatifs aux études pour le déplacement des terrains de tennis, à hauteur de 50 000 €. La création d'un programme pour les travaux réalisés par entreprise au porche du cimetière Loustalo, condamné pour l'instant car il menace de s'effondrer. Quand on a écrit ça, on ne savait pas qu'il allait s'effondrer parce que désormais, il est par terre et ces 6 000 €, ça correspond uniquement aux travaux qui vont être réalisés par entreprise. Voilà, le reste, finalement, la sécurisation totale sera réalisée par nos services municipaux. Ensuite, il y a la création d'un programme de travaux sur les fondations d'un pont rendu impraticable suite aux intempéries de l'hiver sur le ruisseau de Poustagnac dans le secteur d'Abès. Voilà, c'est le premier petit pont qu'on rencontre quand on quitte l'étang de la Courbe et qu'on va vers le château d'Abès. Voilà. Donc tous ces ajustements doivent se traduire de manière budgétaire et comptable. Voilà, vous avez les tableaux. Si vous avez des questions à poser sur ces tableaux, je vous écoute. Pas de questions, je vous remercie. Merci. Je mets donc l'ADEME aux voix. Qui est pour? Qui est contre? Des abstentions? Une abstention. Monsieur Jean-Claude Blanès. Je vous remercie. La délibération suivante concerne la taxe locale sur la publicité extérieure. Toujours monsieur Jean Lavienne. Alors, désolé, mais je suis contraint de m'enlever le masque parce qu'avec les lunettes, ça me fait de la buée et je n'arrive pas à y voir. Désolé. Alors,
La délime numéro 5, taxe locale sur la publicité extérieure. C'est la fixation des tarifs à compter du 1er janvier 2022. La municipalité a la volonté de diminuer la pollution visuelle en limitant les surfaces d'enseigne de la publicité. Pour ce faire, elle a décidé d'instituer une taxe locale sur la publicité extérieure, la fameuse TLPE, qui porte donc sur l'ensemble des supports publicitaires fixes, visibles de toute voie ouverte à la circulation publique depuis le 1er janvier 2009. De plus, le conseil municipal a décidé par délibération du 1er janvier 2010 d'exonérer les enseignes dont la somme des superficies est inférieure ou égale à 12 mètres carrés afin de ne pas pénaliser les petits commerçants et artisans. La présence d'une enseigne est indissociable de l'exercice d'une activité et du fonds de commerce. Cette taxe est acquittée par l'exploitant du support publicitaire ou, à défaut, par le propriétaire ou par celui dans l'intérêt duquel le support a été réalisé. Conformément à l'article L. 2333-9 du Code général des collectivités territoriales, les tarifs maximaux de la TLPE par mètre carré sont fixés chaque année en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation hors tabac de la pénultième année. Voilà. Pour l'année 2022, les tarifs de droit commun sont identiques à ceux de 2021, taux de variation de l'indice de référence plus 0,0%, source de l'INSEE. Donc, je vous propose d'appliquer, à compter du 1er janvier 2022, les tarifs maximaux ci-dessous, conformément à l'article que je viens de citer, et de maintenir donc l'exonération pour les enseignes dont la somme des superficies est inférieure ou égale à 12 mètres carrés. Voilà. Alors, il n'y a rien de nouveau. Hein. Vous savez que nous avions fait la mandature, enfin l'exercice précédent, quelques ristournes donc aux commerçants qui l'avaient demandé. Mais nous revenons donc aux tarifs qui étaient initialement pratiqués sans aucune augmentation. Très bien. Est-ce qu'il y a des interventions? Monsieur Jean-Claude Blanès, on va vous donner un micro et vous avez du gel hydroalcoolique à disposition. Bonsoir Monsieur le maire, Mesdames, Messieurs. Monsieur Lavielle, croyez-vous vraiment qu'en instaurant une taxe locale sur la publicité extérieure, vous allez diminuer ainsi la pollution visuelle sur Saint-Paul-et-Dax? Alors, je réponds de suite. Vous avez une autre question peut-être? Non. Alors oui, c'était le but. On a constaté qu'il existait une pollution visuelle caractérisée. Et les riverains étaient les premiers à s'en plaindre parce qu'effectivement, quand vous rentrez dans la ville, de quelque côté que ce soit, et que tout ce que vous voyez, c'est une enfilade de panneaux à n'en plus finir, je considère que c'est une pollution visuelle. Mais ça, c'est mon ressenti personnel, mais qui était le ressenti des Saint-Paulois à la preuve. Alors le but, justement, c'était, en passant par le portefeuille, justement, de faire en sorte que quelques panneaux soient supprimés ou du moins retrouvent des dimensions raisonnables, disons. Voilà. En fait, si vous voulez, je ne conteste pas le fait que vous voulez diminuer la pollution visuelle sur Saint-Paul-et-Dax, mais croyez-vous qu'en mettant cette taxe, qui j'ai regardé vaguement, qui va être de 70 à 150 € pour une grande entreprise, je pense que celle-ci va la payer et elle va garder son panneau tout simplement. Et la publicité restera toujours sur place. Vous avez le droit de penser ce que vous voulez, mais écoutez, ce n'est pas une décision, qui est unique à Saint-Paul-et-Dax, puisque ça a été traité en communauté d'agglo, vous voyez, donc ça a fait l'unanimité. Pardon, mais j'ai l'impression qu'il y a une confusion, on ne crée rien du tout. Hein. C'est une taxe qui était déjà là, en fait, elle ne bouge pas. Tout à fait. C'est l'objet de la délibération. Tout à fait, mais comme c'est exposé, on a l'impression que, si vous voulez, cette taxe, vous voulez faire diminuer, en fait, la pollution. En mettant cette taxe. Personnellement, je ne pense pas qu'en gardant cette taxe, vous allez diminuer la pollution visuelle sur Saint-Paul-et-Dax.
Je pense peut-être que M. Godot me rejoindra peut-être là-dessus, parce que je ne pense pas que ce soit vraiment très efficace. Je ne sais pas si M. Godot veut s'exprimer sur veut le sujet, mais s'exprimer, sinon, si M. Godot pour vous s'exprime. dire que le règlement de publicité extérieure a été adopté, de mémoire c'était en 2019, il était adopté également à l'agglomération, désormais il convient de le mettre en œuvre et les entreprises ont jusqu'à fin décembre en fait pour se mettre en règle. La problématique que vous soulignez, c'est la problématique de l'affichage en soi. Qu'est-ce qu'on souhaite afficher? Nous, notre politique, elle est simple. Effectivement, tout ce qui est l'affichage polluant, et notamment l'entrée des villes. En plus, vous l'avez vu, avec ces publicitaires qui laissent traîner tous les papiers par terre, qui arrachent, qui laissent ça au bord de la route, etc., c'est profondément inadmissible. Donc c'est contre ce type d'affichage que l'on souhaite lutter. En revanche, du côté de l'affichage municipal, nous sommes en carence. Aujourd'hui, il nous manque des panneaux pour pouvoir diffuser les informations de la ville, des plans de la ville, les infos culturelles, sportives, etc. Et il convient qu'on puisse réfléchir à ce type d'affichage à l'avenir. D'accord. Merci. Oui, enfin, pour compléter, en fait, au niveau de la municipalité, nous réfléchissons effectivement à améliorer un peu la qualité visuelle de l'entrée de la ville de Saint-Paul-et-Dax, parce que les politiques menées précédemment font qu'aujourd'hui, quand vous arrivez à Saint-Paul-et-Dax, on a l'impression qu'on est plutôt dans une espèce de carrousel de panneaux de 3 mètres sur 4. Donc, en même temps, on est bien conscient que les entreprises, elles ont aussi besoin de diffuser de communication. Donc, en fait, effectivement, nous, on est conscient qu'il y a quand même une forme d'anarchisme dans la publicité à Saint-Paul-et-Dax, et on est en train d'y travailler, mais il faut une réflexion approfondie, ne pas agir au coup par coup, et donc on va essayer de modifier un peu la donne, effectivement. Merci de vos réponses. Monsieur Bruno Dubroca. Pareil, vous avez du gel hydroalcoolique à disposition. Bonsoir à toutes et à tous. Une petite précision quand même. Donc depuis que cette taxe a été instaurée, effectivement, la pollution, le nombre de panneaux publicitaires avait diminué. Ça fait déjà de très nombreuses années qu'elle a été instaurée. Et de mémoire, je crois bien que les montants sont les montants maximaux autorisés par la loi. Je m'avance peut-être un peu, mais il me semble que c'est cela. Et d'autre part, le nouveau règlement de publicité de l'agglo a conforté cette idée de réduire la pollution visuelle en diminuant la surface de panneaux qui va descendre à 10 mètres carrés. Bon, les publicitaires sont au courant. Et, il y a certaines zones qui sont interdites, notamment aux entrées de ville, avec une limitation aussi. Donc toutes les règles ont été prises au niveau de la réglementation par le nouveau RLPI, règlement de publicité locale intercommunale. Très bien. Oui, pardon. Oui, tu as très bien fait de préciser que les tarifs maximaux applicables en 2022, ce sont des tarifs qui sont encadrés par la loi. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres interventions concernant la TLPE? Nous avons fait le tour. Non, je mets donc la délibération aux voix. Qui est pour? Qui est contre? Pas d'abstention. Adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Le point numéro 6 appelle le rapport de la CLECT. Toujours monsieur Jean Lavielle. Délibération numéro 6. J'enlève encore mon masque, désolé. Alors, il s'agit du rapport de la commission locale d'évaluation des charges transférées. Les communes ont, au fil du temps, transféré un certain nombre de compétences à la communauté des communes, puis la communauté d'agglomération du Grand Dax. Le financement de ces compétences passe par une retenue annuelle de l'attribution de compensation, la fameuse AC, que verse la CAGT aux communes. Parmi ces compétences, la voirie et l'eau pluviale ont fait l'objet d'une réunion de la commission locale d'évaluation des charges transférées en date du 12 avril 2021. Le rapport de la CLEC, tel qu'il est présenté, affirme que l'évaluation des charges transférées en 2006 au titre de la voirie saint-pauloise était sous-estimée. La CLEC d'aujourd'hui met donc en cause les évaluations de la CLEC d'alors,
et ce, en faisant fi de l'évaluation très sérieuse réalisée par un cabinet indépendant missionné à l'époque. En aucun cas donc, la contribution saint-pauloise ne doit venir compenser cette prétendue sous-évaluation qui ne repose sur aucun élément tangible. Toujours concernant la voirie, la commune de Saint-Paul-de-Dax a demandé un doublement du volume des travaux réalisés sur son territoire afin de remettre à niveau l'état des routes et des trottoirs situés sur sa commune. Cette demande se traduit par une ponction supplémentaire et assumée de 321 156 € sur l'attribution de compensation. Pour autant, cette demande ne conduit pas à la diminution de la ponction décidée par la communauté d'agglo de 773 286 € étalée sur 10 ans, alors que les voiries remises à neuf ne généreront plus autant de coûts d'entretien. Ce dont ne tient pas compte la CLEC. Nous souhaitons donc qu'une clause de revoyure tenant compte du plan de réhabilitation des voiries soit mise en place. De plus, la communauté d'agglomération du Grand Dax prétend que son besoin réel en matière de voirie est supérieur de 1,5 million d'euros aux retenues déjà opérées sur l'attribution de compensation. Or, à ce jour, rien n'explique de quelle manière est établi ce montant, qui guide pourtant toute la politique financière de la CAGD en la matière. Autre sujet, autre imprécision. Le transfert de la compétence eau pluviale, aucun élément tangible ne fonde les montants de charges estimés, à l'exception peut-être du plan d'investissement visant à la réhabilitation des réseaux. Il est donc impossible de connaître à l'heure actuelle le détail des éléments pris en compte et il semble que le calcul des sommes à retenir sur l'attribution de compensation ait été réalisé sur la base des recettes des communes. 2% des recettes des communes urbaines. Cela entraîne pour notre ville une retenue de l'ordre de 309 970 € étalée sur 7 ans, sans pour autant que le rapport de la CLEC n'indique si le montant de calcul, ni même l'utilisation des sommes prélevées. Au surplus, lors d'un rendez-vous postérieur à la CLEC avec le SIDEC, les services de l'agglomération, de l'État et ceux de la commune, la communauté a indiqué qu'environ 50 000 € seront dédiés à payer le fonctionnement du service en charge de la compétence. Tout cela aurait dû figurer dans le rapport, être justifié, étayé et il pèse sur l'exercice de cette compétence transférée ainsi que sur son financement un manque de clarté préjudiciable à la commune. Nous demandons ainsi l'intervention d'un cabinet extérieur pour étudier la situation de chacune des communes de l'agglomération et l'impact sur les attributions de compensation. Et pour justifier une prétendue facilité pour notre commune d'absorber les fortes diminutions annoncées, la communauté d'agglomération, dans un courrier adressé à la commune le 22 mars 2021, avait évalué pour Saint-Paul-de-Dax une évolution du produit de la fiscalité de 224 000 € annuels. Ce raisonnement est également erroné. Preuve en est, l'état fiscal 2021 fait ressortir que l'évolution de cette recette est inférieure à 70 000 € entre 2020 et 2021. On est bien loin des 224 000 €. En parallèle, la simulation de l'évolution à la forte baisse de l'attribution de compensation de Saint-Paul-de-Dax, sur la base des éléments figurant dans le rapport, montre que cette recette passerait en 10 ans de 1 779 467 € à 718 000 €, soit une perte de plus de 1 million d'euros, sans même tenir compte, je le précise, de la demande spécifique de Saint-Paul-de-Dax pour la remise à niveau de sa voirie. Pour toutes ces raisons, et après analyse de cette situation, nous voyons là les signes très inquiétants d'une suppression pure et simple de l'attribution de compensation de toutes les communes, privant ces dernières de toute capacité à dégager des finances pour leurs investissements propres. Cela au bénéfice d'investissements qui ne pourraient plus être réalisés et choisis que par la seule communauté d'agglomération. Enfin, les remarques et demandes formulées en séance, pourtant reprises
dans un compte rendu n'ont pas été prises en compte et n'ont pas conduit à une modification du rapport. En conséquence, nous proposons à l'ensemble des conseillers municipaux de désapprouver le rapport de cette CLEC. Est-ce qu'il y a des interventions? Christine Giraudet. Bonsoir à tous. Donc, comme je l'ai souligné lors de la dernière commission finances abordant les éléments de cette délibération, je trouve fortement dommage qu'il n'y ait pas eu d'échange entre tous les élus saint-paulois qui sont membres de la CLECT et œuvrant pour l'intérêt de notre ville, afin de nous permettre de comprendre l'ensemble des points de crispation, les attentes de Saint-Paul, et ainsi que les zones d'ombre. Pour en revenir à la délibération présentée ce soir, et en prenant en compte les explications ainsi que l'argumentation lors d'échanges nourris en commission finances, nous soutiendrons le fait de voter contre ce rapport pour 2 raisons. Le flou autour de l'estimation de l'enveloppe d'augmentation de 1,5 million d'euros en matière de voirie de la part de l'agglomération. Et parce que nous trouverions plus équitable et plus probant que cette estimation soit confiée à un cabinet d'études extérieur et indépendant qui ne prendrait en compte que les estimations réelles et sans tenir compte de l'ajustement du futur budget de l'agglomération du Grand Dax. Cependant, nous sommes toujours convaincus, tout comme vous, de la nécessité de l'augmentation de l'enveloppe de la voirie à hauteur de 320 000 €, enveloppe incontournable pour nous permettre de retrouver une voirie à la hauteur de notre commune. Oui, Monsieur Dominique Romain. Si vous permettez, je vais enlever le masque comme le premier adjoint. Pardon, le deuxième adjoint. Mon discours ne va pas être aussi lisse que le précédent. La présentation de cette délibération est tout à fait étonnante et interrogative sur la ligne de conduite de la majorité municipale. Le 12 avril dernier, s'est donc déroulée à la communauté d'agglomération une réunion de la commission locale d'évaluation des charges transférées, donc la CLEC. 10 élus saint-paulois ont participé au débat de cette commission, dont bien entendu Monsieur le maire et 4 de ses adjoints. Monsieur le maire, vous avez en premier lieu voté en faveur de l'évaluation des charges transférées de la compétence voirie. Lors d'un second vote, monsieur le maire, vous avez approuvé l'évaluation des charges transférées de la compétence eau pluviale. Puis lors d'un troisième vote, vous, monsieur le maire, avez réservé un soutien favorable à la révision des charges transférées de la compétence GEMAPI, qui va, pour information aux Saint-Paulois, donner lieu à un nouveau prélèvement fiscal sur les taxes foncières. Pour finir, lors d'un quatrième vote, vous, monsieur le maire, avez approuvé les charges transférées au titre de la mutualisation. Lors de ces votes, nous avons noté une discordance entre vous, monsieur le maire, et vos adjoints qui se sont parfois abstenus. L'unité et la cohérence de la majorité municipale n'étaient vraiment pas au rendez-vous. Aujourd'hui donc, certainement après longue réflexion, vous nous présentez une délibération ayant pour but de désapprouver le rapport de la CLECT, donc de désapprouver le rapport de Monsieur le Président de l'agglomération et par là même du bureau communautaire dont vous faites partie, monsieur le maire, ainsi que votre première adjointe. Sans développer ici l'aspect technique et financier, vous justifiez, monsieur le maire, la présentation de cette délibération, notamment par une demande de clause de revoyure tenant compte du plan de réhabilitation des voiries. Permettez-nous de vous rappeler que cette clause de revoyure effective dans un délai de 3 ans et qui permettra de vérifier la réalité des charges et le suivi a été inscrite au rapport, et ce,
à votre demande. Vous demandez au conseil municipal de désapprouver ce rapport, mais vous ne faites aucune proposition. Vous ne donnez aucune piste de réflexion. Vous proposez donc au conseil municipal de Saint-Paul-et-Dax de voter contre un rapport que vous avez vous-même, monsieur le maire, approuvé dans son intégralité. En fait, pour faire simple, monsieur le maire, vous demandez au conseil municipal, ici présent, de vous désavouer. N'est-ce point interrogatif? Est-ce bien une démarche affirmée d'un guide? Votre nouvelle position de désapprouver 2 mois après ce que vous cautionniez n'est pas digne d'un maire qui visiblement ne tient pas sa parole, ne tient pas sa ligne directrice, mais apparaît comme une girouette qui change d'avis en fonction de la direction du vent et des positions de sa première adjointe et ses colistiers communistes. Que doivent penser les Saint-Paulois d'un maire, donc d'un guide, qui change d'avis sur des sujets aussi représentatifs de l'action municipale? Vous, monsieur le maire, qui n'avez d'autre mot que solidarité, vous nous expliquez enfin que vous ne voulez pas payer plus pour les communes rurales. Vous allez certainement nous répondre que votre nouvelle position, en contradiction totale, a été dessinée pour défendre les intérêts des Saint-Paulois. Mais pourquoi ne pas avoir fait valoir cet argument lors de la commission du mois d'avril? Peut-être allez-vous nous faire part que vous n'aviez pas toutes les données en main. Vous auriez alors pu vous abstenir, comme vous l'avez déjà fait lors du vote du budget 2021 communautaire, faisant valoir que, pris par votre travail intensif quotidien, vous n'aviez pas eu le temps d'analyser les données. Donc, monsieur le maire, pardonnez-nous de vous dire que vous n'êtes pas crédible, que vous n'êtes pas cohérent. Les Saint-Paulois sont en droit de se demander si vous n'êtes pas trop influençable. Les Saint-Paulois sont en droit de se demander qui dirige réellement la mairie. Par votre attitude, par votre désinvolture, vous prenez la grave responsabilité d'ouvrir une crise politique avec l'agglomération, crise qui ira à l'encontre des intérêts des Saint-Paulois, crise qui aura pour conséquence de donner moins de moyens consacrés à la voirie de notre commune, mais aussi sur tout le Grand Dax. Pire, monsieur le maire, vous qui prôniez un apaisement des relations avec l'agglomération sous la précédente mandature, alors qu'il n'y avait aucune tension palpable, vous qui prôniez un copilotage du développement avec l'agglomération, eh bien, c'est raté. Par votre volte-face, vous ne vous affirmez pas en porte-parole de la défense des intérêts des Saint-Paulois, mais vous prenez le risque à terme de les desservir et vous prenez le risque d'isoler au sein de l'agglomération notre commune. Merci de m'avoir écouté. Alors, avant de donner la parole à monsieur le maire, parce qu'il est assez grand pour répondre, puisque c'est le maire qui est interpellé, je voudrais quand même dire une chose, c'est étonnant quand même que vous avez assisté à la commission finances où j'ai expliqué exactement ce que je viens de vous lire là, il y a quelques minutes. Et c'est étonnant qu'à l'époque, vous aviez bien compris et que tout d'un coup, aujourd'hui, vous semblez ignorer toutes les explications que je vous ai données. Ça, c'est une première chose. Ensuite, je suis obligé de te couper. Attendez, on ne vous a pas coupé, s'il vous plaît. On ne vous a pas coupé, vous allez Monsieur pas Romain, couper. c'est un débat démocratique. Laissez s'exprimer Jean Lavielle. Je vous redonne la parole tout de suite après, c'est promis. Vous avez besoin de prendre quelques leçons de démocratie. Alors, vous avez bâti tout votre argument sur quelque chose qui est totalement erroné. C'est en fait, vous avez bâti votre argument en oubliant que nous étions à la communauté en commission. Et la commission, c'est le lieu justement de débat démocratique par excellence. Et c'est le jour de la commission qu'on prend des informations, on en apporte. Et à la fin d'une commission, qu'est-ce qu'on fait? On demande un avis à une commission, mais en aucun cas, c'est un vote,
Monsieur Romain. Ce n'est qu'un avis que l'on donne sur les débats que nous venons de faire. Voilà. Donc, tout ce que vous avez dit par la suite est totalement caduque parce que vous vous êtes comporté et vous vous êtes exprimé comme si nous avions voté en conseil communautaire. Ce n'est pas le cas, ce n'était qu'une simple commission. Voilà. Ensuite... C'était simplement une simple commission, mais ça n'empêche pas que, vous avez, enfin, Monsieur le maire a voté pour l'ensemble des articles. Après, je dirais que la commission, Christine Gironet a fait état, la dernière commission de finances a fait l'objet de débats auxquels je participais, vous participiez, et donc vous ne pouvez pas dire aujourd'hui que vous êtes surpris par notre position, en ce sens que je vous avais fait valoir qu'il y avait quelques éléments qui me gênaient, notamment, et oui, je le dis, le volte-face de Monsieur le maire de Saint-Paul, et donc l'isolement, le risque d'isolement de la commune de Saint-Paul-et-Dax. Voilà. Très bien, alors je vais prendre la parole puisque vous m'interpellez directement sur ces sujets-là. Vous nous dites effectivement qu'il ne convient pas de développer l'aspect technique et financier. Mais c'est bien l'objet d'une collecte, Monsieur Romain. Ce que vous êtes en train de faire, c'est un débat politique. Alors effectivement, la question que vous posez, elle est fondamentale. Où est l'intérêt dans tout ça? Et moi, je vous interroge, quels sont les intérêts, en fait, que vous défendez ce soir? Parce qu'après une exposé aussi détaillée, tel que l'a décrit Jean Lavielle, et je crois que c'était souligné également par Christine Giraudet, mais quels sont vraiment les intérêts que vous défendez? Je ne vais pas revenir sur votre intervention que je qualifierais de caricaturale, de grossière, et je passerai sur les bons mots que vous m'avez adressés une nouvelle fois. Pour une fois que ce n'est pas par les réseaux sociaux, je vous en suis reconnaissant. Tout d'abord sur la GEMAPI. Effectivement, vous auriez pu expliquer que c'est Madame Catherine Delmont et vos collègues qui ont créé cette taxe à l'agglomération. C'est bien d'aller jusqu'au bout des sujets, une fois encore, pas donner des informations partielles comme celle-ci. Un mot sur la voirie, parce qu'il ne faut pas qu'il y ait d'ambiguïté, hein, Christine Giraudet, mais je sais que pour vous, ça ne l'est pas. La contribution de Saint-Paul, le doublement de sa contribution à la voirie, ne change pas. Nous continuons à vouloir doubler notre contribution à la voirie pour refaire 2 fois plus de routes et 2 fois plus de trottoirs dans la mandature. C'est un enjeu fort pour notre ville où les routes sont dans un état déplorable et ça, je crois que chacun en convient. Alors, vous m'interpellez effectivement sur la notion de solidarité. Je suis très surpris par rapport à ça. Oui, moi, je suis très fier de prôner la notion de solidarité, surtout dans une période comme la nôtre, de crise, où nos concitoyens en ont besoin. Je suis très fier également de prôner la solidarité avec les 20 communes de l'agglomération. Parce que c'est vraiment ça l'objet de notre agglomération, d'avoir une solidarité entre nos 20 différentes communes. Et ça m'interroge effectivement. Quand je vois les mots et les prises de position de certains, quelle est, eux, leur solidarité vis-à-vis de l'ensemble de nos concitoyens, surtout dans une période aussi difficile que celle que nous traversons aujourd'hui. Un mot également sur l'eau pluviale, parce que ça, effectivement, c'est fondamental. Je suis beaucoup intervenu dans cette collecte. Effectivement, c'est compliqué. Beaucoup de nos conseillers l'ont dit aussi, c'est compliqué parce que c'est technique, parce qu'il y a beaucoup de paramètres. Il y a des paramètres qui bougent jusqu'au dernier moment. Et concernant l'eau pluviale en particulier, on était d'accord pour les 2%, c'est-à-dire 310 000 € pris dans le budget Saint-Paulois pour investir sur les réseaux. Après la collecte, nous nous retrouvons en réunion avec le SIDEC et nous aurons l'occasion également de parler de l'état du réseau d'assainissement dans cette ville d'ici quelques semaines. On se retrouve en réunion avec le SIDEC, on dit « Ah non, c'est plus 310 000 € là qu'on met sur la table, c'est 250 000. Et puis les 60 000 vont aller dans le fonctionnement. » C'est absolument pas ce qui a été défini dans le cadre des accords que l'on a et que l'on avait vu dans le cadre de la collecte. Donc j'aurais été irresponsable de dire j'ai voté une chose, on applique différemment et puis on va continuer comme ceci. Vous voyez, ça n'est pas notre philosophie, c'est être responsable vis-à-vis de l'ensemble de ces éléments et effectivement, c'est se préoccuper des intérêts de la ville de Saint-Paul-et-Dax et de nos familles saint-pauloises. Alors, votre question est aussi très étrange. Pour conclure, grave crise politique. Non mais attendez, mais nous parlons de quoi? Et vous êtes en train de nous faire croire qu'avec votre majorité, ça a été un long fleuve tranquille, l'agglomération. Mais attendez, mais les Saint-Paulois doivent sourire devant leur écran ce soir. Mais personne ne peut vous croire, Monsieur Romain. Et qui veut une crise politique, crée une crise politique. Moi, je vais réaffirmer l'état d'esprit qui est le nôtre. C'est un état d'esprit de coopération avec l'ensemble des villes de l'agglomération, avec le bureau de l'agglomération,
Et je crois d'ailleurs que les travaux que nous portons dans le cadre de ma commission en sont l'illustration précise. Nous travaillons avec l'ensemble des 20 communes, quel que soit leur bord politique, qu'elles soient grandes ou qu'elles soient petites, et pas dans un esprit polémique, mais de faire avancer tous ensemble les 20 communes de l'agglomération au service de nos concitoyens. Voilà l'état d'esprit dans lequel nous sommes. Très bien. Est-ce qu'il y a... On ne vous entend pas, monsieur Romain, on ne vous entend pas, le micro n'est pas allumé. Il faudra que vous argumentiez auprès de l'agglomération et vous n'avez toujours pas répondu, mais ne répondez pas parce que ça va être trop tard, trop long. Pourquoi vous aviez dans un premier temps voté pour, c'est tout. Enfin, pardon, je vous réponds si je le souhaite. Je crois que je n'ai pas d'injonction à recevoir de votre part. Et puis, je viens de vous répondre. Mais depuis le début de cette soirée, j'ai l'impression que vous n'écoutez pas ni les délibérations, ni les réponses. Alors, c'est problématique. Je veux bien qu'on répète à chaque fois 2 fois ce que l'on vient de dire. Donc, effectivement, je ne vais pas rajouter une couche par rapport à ce que je viens déjà d'évoquer. Si, moi je vous l'ai déjà dit en commission, vous avez déjà oublié, mais évidemment la commission était peut-être un peu loin, mais pourtant c'était la semaine dernière. Moi ce que je trouve, vous n'avez pas écouté, on vous l'a bien expliqué qu'il y avait des éléments nouveaux qui sont arrivés, et le jour même de la clé qu'on a pris des informations, et on ne pouvait pas en mesurer les conséquences. Nous n'avons pu mesurer les conséquences de ce qui était demandé par la communauté d'agglo, et c'est ainsi, et je l'ai dit dans la délib que je viens de vous lire, c'est que les conséquences financières que nous avons mesurées par la suite, eh bien, ont montré que c'était absolument impossible de continuer comme ça à perdre autant d'argent. Parce que je vous ai annoncé qu'on allait perdre en 10 ans presque plus d'1 million d'euros sur notre attribution de compensation, mais ça va bien au-delà si on regarde la totalité du tableau et ce qu'on aura donné en réalité tout au long de ces 10 ans, puisqu'on arrivera à donner aux alentours de 7 millions d'euros quand même à la communauté, vous voyez. Est-ce qu'il y a d'autres interventions concernant la collecte? Non. Je mets donc... Alors, je reprends la délibération. Donc voilà. Donc, nous proposons de mettre cette délibération aux voix. Qui est pour? Qui est contre? 6 contre, des abstentions? Non, elle est adoptée. Je vous remercie. Toujours les affaires financières, et cette fois-ci, nous allons parler de travaux avec le SIDEC. Monsieur André Humeau. Bonsoir à tous. Donc, nous allons parler des travaux du SIDEC. La municipalité s'engage à entretenir et améliorer, développer et sécuriser l'ensemble du parc d'éclairage public de la commune et répondre aux besoins d'électrification de certains sites communaux. Pour ce faire, une enveloppe budgétaire a été votée lors du budget primitif de 2021 pour effectuer ces travaux. Il convient toutefois d'approuver les différentes opérations par le vote d'une délibération du conseil municipal. Ainsi, les estimations des montants et des participations communales sont détaillées ci-après. Travaux de remplacement de candélabres accidentés pour 35 000 euros. Contenu dans l'enveloppe 2021. Le plan pluriannuel de remplacement de candélabres type bulle, toujours dans l'enveloppe 2021, pour un montant de 125 000 euros. Et on en parlera tout à l'heure dans la délib numéro 8. Contrôle de stabilité des candélabres, montant de l'enveloppe budgétée 8 000 euros. Aménagement esthétique, rue Ferdinand et Gélibert, permettant la mise aux normes PMR des trottoirs. Montant estimatif de participation de la commune, 37 434 euros. Le chemin de Matalin, sécurisation pour un montant de estimatif de 9 800 euros, c'est la part communale. Hein. Mise en lumière de l'allée du Plumette. Montant estimatif de participation de la commune, 78 139 euros.
L'électrification du square du Fronton. Toujours pareil, estimatif communal, 697 €. La mise aux normes de l'éclairement dans le cadre de l'ADAP. Pour mémoire, c'est l'agenda d'accessibilité programmée. Montant estimatif participation communale, 69 446 €. Y a-t-il des questions? Non, pas de questions? Non, mais une précision. Donc, ça y est, nous nous acheminons vers la mise en lumière de l'allée du Plumet. Et comme c'est une question qui revient souvent, la voirie sera refaite après la mise en place de l'électrification dans l'allée du Plumet. Voilà, et de manière respectueuse en plus de l'environnement. Pas d'intervention? Je mets donc la délibération aux voix. Qui est pour? Qui est contre? Pas d'abstention? Adopté à l'unanimité, merci. Toujours le SIDEC, toujours André Humeau. Là, il s'agit des remplacements des luminaires type bulle. L'éclairage nocturne rend possible la continuité des activités humaines après le coucher du soleil et a donc un impact négatif sur la biodiversité et sur la santé humaine. Ainsi, la municipalité s'est engagée à réduire cette nuisance et donc à remplacer les luminaires non conformes, ayant un fort impact dû à la pollution lumineuse émise par ces derniers. Pour ce faire, une enveloppe de 125 000 € a été votée au budget 2021, correspondant aux travaux de mise aux normes de l'éclairage public pour le remplacement des lanternes de type bulle qu'on a détaillées en suivant. Alors, il faut savoir que nous avons établi un plan de reprise de ces candélabres type bulle sur 3 ans, en commençant par la zone ouest de Saint-Paul, qui est détaillée ci-dessous. Je ne vais pas vous énumérer et vous lire tous les détails, à moins que vous ayez des questions particulières. Voilà. Bon, donc, avez-vous des questions? Pas de questions. Je mets donc la délibération aux voix. Qui est pour? Qui est contre? Pas d'abstention. Adopté à l'unanimité. Merci. Nous en avons terminé avec les affaires financières et nous continuons avec le personnel communal et notamment les recrutements d'agents contractuels. C'est moi-même qui ai présenté la délibération. Donc le contexte sanitaire que nous connaissons depuis plus d'1 an est venu complexifier la gestion du personnel et notamment le recrutement des agents contractuels. C'est pourquoi, dans un souci constant d'assurer la continuité des missions de service public et de reprendre dans les meilleurs délais aux attentes des administrés, il est proposé cette délibération de principe qui autorise Monsieur le maire à engager, selon les besoins des services, ces démarches de recrutement. La loi portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale dispose que les collectivités territoriales peuvent recruter temporairement des agents contractuels sur des emplois non permanents pour faire face à un besoin, alors 2 types de besoins on va dire, un accroissement temporaire d'activité pour une durée maximale de 12 mois, compte tenu le cas échéant du renouvellement du contrat pendant une même période de 18 mois consécutifs. Deuxième point, un accroissement saisonnier d'activité pour une durée maximale de 6 mois, compte tenu le cas échéant du renouvellement du contrat pendant une même période de 12 mois consécutifs. Afin de garantir la continuité du fonctionnement du service public, il est donc proposé ce soir à notre conseil municipal d'autoriser Monsieur le maire, pour la durée de son mandat, à engager par recrutement direct pour répondre aux nécessités de service des agents contractuels pour faire face à un accroissement temporaire d'activité et ou un accroissement saisonnier d'activité. Voilà pour le cadre général de cette délibération. J'imagine que Julie Gênes souhaite prendre la parole puisque nous avons eu la même hier soir en CCAS. Bonsoir à tous. Donc oui, comme cela a été évoqué hier soir lors du CCAS, il n'y aura donc pas de surprise concernant notre positionnement sur cette délibération. Nous maintenons notre opposition à ne plus être informés des futurs CDD employés et laissant donc ainsi tout pouvoir au maire sans possibilité de consultation, et ce durant tout votre mandat.
Certes, nous comprenons la volonté à vouloir simplifier la procédure si vous devez effectuer des remplacements en urgence, et nous sommes bien sûr pour le recrutement de contractuels en cas de besoin. Cependant, en votant pour cette délibération, nous ne serons par conséquent plus informés du recrutement des contractuels, et nous trouvons que par cette démarche, un défaut de transparence pourrait apparaître. Nous vous avons en plus déjà alerté à plusieurs reprises sur notre inquiétude concernant l'augmentation de la masse salariale. Et par cette délibération, comment pourrions-nous avoir un regard sur ces futures embauches si ce n'est une fois par an lors de l'étude et de l'analyse du budget? C'est pourquoi ce soir, nous voterons contre cette délibération. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres interventions concernant cette délibération? Alors effectivement, pour vous apporter quelques éléments de réponse. Tout d'abord pour vous dire qu'effectivement, il y a une transparence, puisque tout ceci est dans les comptes administratifs et puis également dans la projection, dans le débat d'orientation budgétaire et le rapport que l'on aura en prévision des besoins. Il s'agit là en fait d'une délibération pour simplifier les choses, comme on le disait, pour répondre à un besoin très ponctuel. J'insiste sur le fait que c'est plutôt un besoin des services, pas des élus par rapport à ça, pour ne pas avoir à attendre 2 séances du Conseil ou 2 séances du Conseil d'administration du CCS pour pourvoir un besoin et laisser des effectifs en difficulté pendant ce laps de temps, ou alors avoir à reproposer systématiquement des délibérations en conseil municipal. Donc voilà le pourquoi de cette délibération, qui en fait n'est pas une nouveauté. Elle existe depuis 2005 et elle était déjà opérationnelle. Donc nous faisons juste une remise à niveau en fait de cette délibération, mais ça ne change pas grand-chose par rapport à ce qui existait auparavant. Voilà. Et juste puisqu'on parle des emplois contractuels, j'en profite pour apporter une réponse là aussi, puisque j'ai vu de fausses informations circuler sur les réseaux sociaux concernant les emplois saisonniers, puisque j'ai signé lundi les derniers recrutements d'emplois saisonniers, donc il y avait des places disponibles jusqu'il y a très peu en fait dans notre collectivité. Voilà, pour être tout à fait complet. Est-ce qu'il y a d'autres interventions par rapport à cette délibération ? Non, je mets donc la délibération aux voix. Qui est pour? Qui est contre? 3 contre, des abstentions? Je vous remercie. La délibération suivante concerne une mise à jour du tableau des effectifs. On commence à en avoir l'habitude ici dans notre conseil municipal. Alors l'intégration du personnel du foyer des jeunes et d'éducation populaire a amené à revoir l'organisation des besoins des personnels sur les missions d'animation afin de répondre aux projets municipaux définis. C'est pourquoi l'actualisation du tableau présenté vise à intégrer certains agents actuellement sous contrat au sein de la collectivité sur ces missions spécifiques. Par ailleurs, il est nécessaire, suite à la validation des recrutements de la future médiathèque, d'ajuster ce tableau des effectifs pour tenir compte du grade dont il est titulaire pour l'un des agents qui est concerné. Voilà, alors vous avez le récapitulatif de ces modifications dans le tableau ci-dessous. Donc on le disait, concernant les 4 adjoints d'animation, il s'agit de 4 contractuels qui sont en contrat depuis un certain temps déjà avec la mairie, avec des contrats entre 28 heures et 35 heures. Ces gens-là sont positionnés sur les écoles. Donc c'est une volonté, une fois encore, de la municipalité de lutter contre la précarité de certains contrats. On souhaite recruter également un poste supplémentaire tel que c'était défini pour combler les absences de nos 24 animateurs qui sont déjà présents dans les écoles. Ça coûtera moins cher à l'arrivée à la collectivité. Nous recrutons là aussi avec des diplômes, notamment de BPGEP, ce qui nous permet en plus d'avoir des déclarations supplémentaires et le matin et le soir, et nous réfléchissons même à avoir des déclarations le midi, de sorte à avoir davantage de subventions et d'accompagnement de la CAF. Donc voilà, au bilan, des éléments positifs pour notre collectivité. Est-ce qu'il y a des interventions par rapport à cette mise à jour ? Non, a priori c'est bon. Je mets donc la délibération aux voix. Qui est pour? Qui est contre? Pas d'abstention, adopté à l'unanimité. Le dernier point, avant la délégation de pouvoir, concerne les marchés publics et c'est à nouveau M. Jean Laviane. C'est la délib numéro 11, adhésion au groupement de commandes avec le Centre de gestion des Landes pour l'achat de prestations de formation FST. La formation permanente des agents territoriaux dans les domaines relevant de la santé et de la sécurité au travail est un impératif légal et réglementaire. Afin de répondre aux besoins de la collectivité pour former ces agents,
Les élus saint-paulois sont déterminés à adopter un mode de gestion au plus juste en mettant en place des actions permettant des économies d'échelle. Cette volonté se traduit aujourd'hui par l'adhésion de la ville de Saint-Paul-et-Dax au groupement de commandes pour l'achat récurrent de prestations de formation obligatoires santé et sécurité au travail, proposé par le Centre de gestion des Landes de la fonction publique territoriale des Landes. Cette adhésion renforce l'intérêt de mutualiser les achats afin d'optimiser les prix et de rationaliser les procédures d'achat notamment. Pour ce faire, il est proposé au conseil municipal d'adhérer à ce groupement de commandes. Il est également proposé d'approuver les termes de la convention jointe en annexe, décrivant les modalités de fonctionnement du groupement et d'autoriser le maire à signer la dite convention et toutes les pièces s'y rapportant. Si vous avez des questions. Pas d'intervention. Je mets donc la délibération aux voix. Qui est pour? Qui est contre? Pas d'abstention. Adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Le dernier point à l'ordre du jour concerne la délégation de pouvoir. Est-ce qu'il y a des observations? Non. Nous avons terminé avec l'ordre du jour. Je rappelle qu'il y a une question citoyenne. L'ordre du jour étant épuisé, je clôt la séance du conseil municipal et je vais proposer à Madame Stéphanie Cérézo, est-ce qu'elle est parmi nous ce soir? Bonsoir, de nous rejoindre ici à la table du conseil municipal. On va vous faire passer un micro, de sorte que vous puissiez vous adresser à l'Assemblée et poser une question qui ce soir porte sur les déchets. Voilà, nous vous laissons vous installer à côté de Madame Valérie Marie. Nous avons le micro, le gel hydroalcoolique et je vous souhaite la bienvenue. Voilà, on va y arriver. Je vous souhaite la bienvenue ici à la table du conseil municipal. Vous avez la parole. Là, bonsoir. J'avais effectivement deux questions que je souhaitais aborder ici ce soir concernant les déchets. La première question, c'était de recontextualiser les arguments qui avaient justifié à l'époque la suppression des containers individuels de poubelles au profit des containers collectifs, qui ont eu pas mal d'inconvénients et beaucoup de questions que je constate encore dans ma rue auprès de mes voisins. Voilà, j'aurais souhaité mieux comprendre un petit peu ce qui s'était joué sur cette transformation-là et savoir si c'était quelque chose de définitif ou s'il y avait un autre projet. Ma seconde question, c'est toujours par rapport aux déchets, hein, c'est la suite logique finalement. C'est par rapport au circuit des déchets recyclables. J'aurais souhaité savoir s'il est possible de connaître les sociétés qui traitent ces déchets, connaître un peu le circuit et en tout cas m'assurer que ces déchets ne finissent pas dans un container envoyé vers d'autres pays comme on a pu le voir dans certains médias. Voilà, je vous remercie. Merci pour votre question. C'est Monsieur Alain Godot, adjoint à l'environnement, qui vous répond. Madame, merci donc de nous poser cette question qui me permet, au travers de la réponse que je vous apporte, de vous repositionner plusieurs sujets dans notre majorité saisie. Voilà, donc tout d'abord les déchets d'emballage. Ils sont collectés par les véhicules du Sitcom, ils sont stockés sur la plateforme du Sitcom à Benesse-Marraine, puis ils sont envoyés dans des usines de recyclage donc par des prestataires privés pour être valorisés au maximum. Nous avons fait une visite, une partie de l'équipe municipale a fait une visite du Sitcom il y a quelques mois maintenant. On était les premiers au mois de mars, les premiers élus à visiter le Sitcom parce qu'on est très préoccupés justement par la problématique des déchets. Et on nous a... Alors, je ne sais pas si vous savez, mais sur l'agglomération, en général, les déchets sont donc ramassés, les déchets ménagers sont ramassés par l'agglomération, les déchets recyclés sont ramassés directement par le Sitcom, et tout est traité au niveau du Sitcom à Benesse-Marraine. Donc on a fait cette visite, dont M. Julien Bézus était présent également, et on nous a expliqué comment fonctionnait tout ce qui était recyclage des déchets.
Et on nous a donc le déchet recyclé est géré par le Sitcom Côte-Sud. Ça, c'est un accord qui a été fait auparavant. Et on nous a expliqué que tous ces déchets recyclés étaient traités par des sociétés privées, mais en France. Voilà. Donc après, je ne pense pas, on ne nous a pas dit que c'est parti sur des conteneurs en Asie ou en Afrique. Ce sont des entreprises françaises qui, a priori, gèrent ces déchets. Ça, si c'est votre inquiétude, qui est bien compréhensible, on est bien d'accord là-dessus. Après, concernant donc les collants en bois dont vous faites état, tout comme vous, nous déplorons cette mise en place à marche forcée, en décalage avec les attentes des habitants. Les containers posent des problèmes d'hygiène, ces conteneurs en bois posent des problèmes d'hygiène, des difficultés de nettoyage, et leur utilisation est compliquée pour les usagers. Encore plus pour les personnes à mobilité réduite qui ne peuvent y accéder. C'est la raison pour laquelle, conformément à notre programme municipal, nous nous sommes engagés à les supprimer sur le territoire communal. Cette volonté a été transmise à l'agglomération pour mise en œuvre opérationnelle. Nous souhaitons en effet qu'ils soient remplacés le plus rapidement possible par des conteneurs enfouis, de plus grande capacité, plus respectueux de la salubrité publique et de l'environnement, et bien plus accessibles. Le chantier donc est d'ores et déjà lancé avec les services de la communauté d'agglomération, notamment pour l'allée du Plumet, les rues René Loustalot, Henri Desgranges ou encore du Maréchal Leclerc. D'autres suivront en septembre et d'autres suivront encore en 2022. De manière plus générale, ce travail avec la CAGD, donc la communauté d'agglomération du Grand Axe, va permettre d'affiner toute la stratégie de collecte des déchets sur notre territoire. Nous souhaitons aussi revoir le mode de collecte, la spécialisation de celle-ci en fonction des zones, mais aussi des besoins. Également déployer plus de points de tri, parce que ça manque cruellement à Saint-Paul-les-Dax, car ceci donc manque cruellement et manque en nombre aussi sur la commune. Il convient donc de les augmenter de manière significative et de mieux desservir le territoire où certains quartiers sont aujourd'hui pleinement en carence. Nous souhaitons également nous inscrire immédiatement dans le nouveau mode de tri, dit à 3 flux, qui sera proposé par le Sitcom en février prochain. Cela permettra de mieux trier pour mieux valoriser les déchets à la sortie. En fait, à partir de février 2022, il y aura d'un côté le verre qui sera trié, comme c'est déjà le cas. Ensuite, il y aura le papier carton et il y aura donc le troisième flux, ça sera tous les autres déchets qui seront recyclés. Et en partie, il y aura une modification, c'est que tous les plastiques seront recyclés, sont récupérés et recyclés. Nous construirons ces évolutions avec les citoyens en saisissant, dès qu'ils seront installés, les conseils de quartier, afin qu'ils puissent formuler des propositions. Une démarche similaire a déjà été engagée avec un collectif d'usagers de la Pince que nous avons rencontré sur ce sujet des déchets il y a très peu de temps, là, et on a eu un échange très intéressant avec la personne qui représentait le collectif. Et ça nous a donné quand même quelques idées aussi, mais je n'en parlerai pas ici ce soir, c'est un peu trop tôt, mais voilà, on cogite et on essaye de voir ce que l'on peut faire. Enfin, nous avons demandé des modifications concernant la desserte et le fonctionnement de la déchetterie et sommes en attente des travaux à réaliser par l'agglomération. Comme vous pouvez le constater, nous faisons avancer ce sujet majeur qui vous préoccupe et nous préoccupe en mairie, car il représente l'un des services les plus importants pour l'ensemble de nos concitoyens. Voilà, je ne sais pas si j'ai bien répondu à votre question. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas. Tout est très clair. Je ne suis pas rassurée quant au devenir des déchets gérés par les sociétés privées, mais pour tout le reste, les réponses sont précises et c'est rassurant. Alors en fait, moi, vous m'inquiétez aussi en fait quand vous posez cette question, et du coup, moi, j'ai envie de poser la question au Sitcom prochainement pour savoir où vont les déchets traités par les sociétés privées du Sitcom. Parce que c'est vrai que c'est une question légitime et on ne voudrait pas contribuer à certaines exagérations qui existent concernant le traitement des déchets.
On va s'en préoccuper et on va poser la question. Et on vous tiendra au courant. Voilà. Jean Lavielle vous apporte un complément. Ça va peut-être vous intéresser. Il se trouve que je siège au SITCOM. Je suis élu, désigné par la communauté d'agglo au SITCOM. Puisque vous êtes intéressé par la valorisation et ce que deviennent les déchets. Je vais vous donner quelques exemples. L'UVE, c'est-à-dire l'unité de valorisation énergétique du SITCOM à Bénesse, a une capacité de traitement de 91 000 tonnes de déchets par an. L'usine produit 55 gigawatts d'électricité chaque année. Elle s'est revendue sur le réseau électrique, soit l'équivalent de la consommation annuelle d'une commune d'environ 35 000 habitants. Vous voyez que ce n'est pas perdu, ces déchets. Ensuite, la valorisation énergétique participe ainsi donc à la réduction des gaz à effet de serre et limite le recours aux énergies fossiles. De plus, la vente de l'énergie produite permet de diminuer le coût des traitements des déchets, forcément. La valorisation matière. Alors là, les imbrûlés de l'incinération, appelés les mâches-fer, sont maturés sur la plateforme multimatériaux du SITCOM, qui est juste à côté de l'unité de valorisation énergétique, avant d'être criblés et déferraillés. Ces mâches-fer, une fois analysés, sont vendus et utilisés en sous-couche routière, en remblai ou en couche de fondation pour les bâtiments industriels. Ensuite, le recyclage. L'ensemble des métaux ferreux et non ferreux, aluminium, cuivre, contenus dans nos ordures ménagères, sont récupérés dans les mâches-fer, puis réintégrés dans les filières de recyclage réglementaires. Voilà, c'est pour vous donner quelques idées de tout ce qui se passe là-bas à l'UVE. En fait, c'est plus de 90% de tout ce qui rentre au SITCOM est valorisé, en fait. Voilà. C'est intéressant, c'est toujours intéressant de le savoir. Alors, si vous voulez, je tiens à votre disposition. C'est le rapport annuel 2020. Ça peut peut-être vous intéresser. Voilà. Eh bien, vous voyez, vous repartirez avec. Peut-être un complément concernant la genèse. C'était le tout début de votre question. Pourquoi l'apparition des colonnes en bois? Donc, suite à des accidents, notamment qu'il y avait eu avec les bennes à ordures ménagères, un accident très grave, un accident mortel, et puis quelques accidents. La loi avait évolué, et puis les prédécesseurs avaient fait le choix de supprimer la collecte individuelle à certains endroits, pas partout, mais dans une majorité d'endroits, pour positionner ces colonnes en bois. Alain Godot l'a dit, c'est absolument pas satisfaisant, on en a déjà longuement parlé. En plus, avec la chaleur, là, il y a les odeurs qui se dégagent, il y a des écoulements, certains endroits, on a les rats qui viennent tourner autour, c'est inaccessible aux personnes handicapées dans 90%, 95% de ces containers. Donc effectivement, l'ambition est de les supprimer sur l'ensemble du territoire communal. Ça a commencé là où c'est plutôt simple. Pour le reste, on va le faire avec les conseils de quartier qu'on saisira dès la rentrée. Et puis le tri, Alain Godot l'a dit également, c'est un enjeu fort. On souhaite s'inscrire dans la nouvelle politique de tri des mois de février 2022. Et puis multiplier ces points de collecte. Je crois qu'on est un peu tous pareils. En fin de week-end, pour les cartons, on ne peut rien jeter dans les points de tri de carton. Donc il convient d'en disposer de davantage et d'avoir un meilleur tri à l'échelle de la commune. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres interventions ? Non, en tout cas, nous vous remercions d'être venus devant l'Assemblée municipale ce soir pour poser votre question. On sait que c'est jamais évident d'avoir autant de conseillers comme ça face à soi, mais merci pour votre intervention. S'il n'y a pas d'autre échange, je lève l'intervention citoyenne. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée. Merci. Et juste une précision, pardon, pour le mois de juillet, la prochaine séance du Conseil ne sera pas le dernier jeudi du mois, mais l'avant-dernier, de sorte à prolonger les vacances pour certains. Donc ce sera le jeudi 22 juillet et certainement dans la salle du Conseil municipal à la mairie. Merci à tous et passez une bonne soirée.